Docteur Mohamed Nibouche, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la veille de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Le cancer chez nous, c'est pas moins de 60 000, voire 70 000 nouveaux cas annuellement sur le plan thérapeutique. Il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan, bien sûr, du traitement. Les progrès thérapeutiques sont avérés et commercialisés, ce qu'on appelle aujourd'hui les traitements innovants, l'immunothérapie. Il faut s'acheminer vers ces traitements aujourd'hui impérativement pour soigner les Algériens. Docteur Nibouche. Bien sûr. D'abord, bonjour, chers auditeurs. Bien sûr, il est impératif d'aller vers l'innovation. Très, très important. C'est un chemin qui faut prendre absolument, de manière obligatoire. Mais il faut savoir comment le prendre, quelles sont les voies, quels sont les moyens à mettre en place pour aller vers l'innovation, parce que l'innovation, ce n'est pas l'utilisation des produits innovants au sens de l'utilisation stricto sensus. Il faut développer des compétences. En clair, la chimiothérapie, la radiothérapie, même si elle demeure d'usage en Algérie et à travers le monde, s'avère aujourd'hui un peu dépassée, puisque les oncologues déclarent aujourd'hui que le cancer se rapproche de plus en plus d'une maladie chronique. Vous êtes d'accord ? Oui, j'avais l'habitude de dire... Le cancer du sein, on a trouvé le traitement aux États-Unis. Et il est commercialisé. C'est vrai. J'avais l'habitude de dire qu'on avait l'impression qu'on faisait affaire à une épidémie de cancer, tellement le nombre était croissant. Mais je reste quand même sur cette opinion de dire que la prise en charge du cancer par la chimiothérapie est un des moyens de prise en charge qui permet aussi d'encadrer le cancer, de mettre en place des méthodes de prise en charge, et puis bien sûr l'accès à l'innovation, il va falloir l'identifier. Mais comment l'identifier ? Qui doit l'identifier aujourd'hui ? Docteur Mohamed Nibouche, bien sûr, il y a eu le plan cancer, mis en place, bien sûr, après la crise de 2012 que nous avons traversée, la crise, bien sûr, de la chimiothérapie. Plusieurs actions ont été engagées par les pouvoirs publics, à savoir un peu la mise en place des centres anti-cancer à travers tout le territoire national, les encadrer. Aujourd'hui, il faudrait passer à une autre étape, après ce plan cancer, qui doit normalement prendre en charge aussi les patients dans cette deuxième phase 2003-2025, mettre en place un institut du cancer qui permet aujourd'hui c'est-à-dire d'identifier les moyens thérapeutiques les plus adaptés. Puisqu'on est dans l'ère de l'innovation. Nous sommes dans l'ère de l'innovation et l'Algérie ne peut pas s'écarter de cela. Elle est dedans. Nous sommes en plein dedans. Mais ce que je disais tout à l'heure, tout est question de cela. De savoir mettre en place tout ça, parce que encadrer le cancer, c'est pas dire j'achète, je mets en place et vous prescrivez. La question, c'est la méthodologie. D'abord, de qui ? Qu'est-ce que c'est que l'Institut du cancer ? C'est l'Institut de recherche dans cette pathologie. C'est lui qui va dire, voici les méthodes de prospection, les méthodes diagnostiques qui sont extrêmement importantes, les méthodes de prise en charge, les voies et moyens, et puis, bien évidemment, un des éléments, peut-être dont on parlera tout à l'heure, c'est l'épidémiologie, les éléments, les informations, les datas relatives à l'épidémiologie, et puis le consensus national, thérapeutique national sur cette pathologie. Néanmoins, puisqu'on parle de l'innovation, cet institut du cancer, ce sera à lui de dire, par rapport à cela, quelles sont les directions à prendre. Je voudrais juste ajouter, par rapport à cela, le médecin et le ministère de la Santé sont les premiers à être, je dirais, au feu et à la rampe par rapport à la prise en charge, à la détermination des moyens thérapeutiques, puisque cela relève de leurs compétences, mais cela relève aussi de la compétence d'autres secteurs, tels que c'est le secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui doit s'occuper aussi de la formation des compétences dans ce cadre. Mais il faut, pour cet institut du cancer, il faut le mettre en place rapidement pour identifier, puisque quand même nous avons une courbe croissante de contamination annuellement. On parle bien sûr
selon des estimations des oncologues, 60 000 voire 70 000 cas annuellement. Oui, non, C'est énorme. mais bien sûr, c'est énorme, mais c'est relatif. Parce que si on avait des... Nous avons un registre du cancer qui peut donner des informations assez précises, ce que nous n'avons pas sur les autres pathologies. Mais par rapport à cela, bien sûr qu'il faut aller vers l'Institut du cancer, comme il faut aller vers l'Institut du foie, il faut aller vers l'Institut du cœur, qui sont donc ces instituts-là ont une orientation de recherche, de réflexion sur des stratégies de prise en charge, et bien évidemment, ce sont eux qui vont donner, je dirais, la voie à suivre par rapport à la prise en charge d'une manière générale de ces pathologies. Mais quand vous parlez aussi de la méthode de diagnostic, c'est important aussi de l'affiner, puisque plus il est pris en charge précocement, plus les chances, bien sûr, de survie sont assurées. Bien sûr, si on associe au diagnostic d'abord la prévention. Comme vous avez cité le cas du cancer du sein, sans mammographie, à partir d'un certain âge, de manière régulière, nous pouvons détecter, à partir de cela, la présence de cancer ou la formation de nodules, etc., que l'on va pouvoir diagnostiquer. La mise en place des moyens diagnostiques, aujourd'hui, puisqu'on parle de l'innovation, l'innovation touche aussi, implique aussi les moyens diagnostiques. La technologie des moyens diagnostiques est extrêmement importante. De l'autre côté, la technologie des dispositifs médicaux est extrêmement importante dans la prise en charge de ces pathologies lourdes. Et je peux vous dire qu'avec les moyens innovants aujourd'hui, les patients qui sont atteints de cancer ne restent pas à l'hôpital. Ils sont mobiles, ils sont productifs. Prennent leur traitement, ils sont bien suivis, etc. Et puis, bien évidemment, ils rentrent toujours servir à la société en allant au travail, en produisant et bien sûr en étant rentables. Alors, mais qui doit prendre en charge tous ces aspects aujourd'hui? Il faut impérativement un institut de cancer, c'est ce que vous avez déclaré à l'instant, docteur Mohamed Nibouche, mais il faut aussi que cet institut assure ce consensus thérapeutique national, soigner tous les malades de la même façon à travers tout le territoire national, impérativement. Bien sûr, vous savez, généralement, ce que l'on dit, c'est pour prendre en charge telle pathologie, il faut suivre les recommandations de telle société internationale, etc. Seulement, elles ne s'appliquent pas toujours à la réalité nationale, qui est une réalité socio-économique. Il n'y a que le gouvernement, les experts qui sont dans ce gouvernement ou dans les institutions nationales qui vont donner leur avis par rapport à la réalité algérienne. Donc il y a ces moyens-là sont mis en place par la politique d'encadrement de la santé qui est définie et déterminée par le ministre de la Santé. Avec cela, bien évidemment, les experts des facultés, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure j'avais cité la faculté de médecine qui est extrêmement importante en termes de rôle à jouer dans le développement des compétences et puis bien évidemment les autres acteurs de la santé que sont aussi les acteurs les économistes par exemple, les sociologues pour définir quelle est la meilleure voie d'amélioration des prises en charge de cette pathologie qui est le cancer. Cependant, en parlant des consensus thérapeutiques nationaux, il y a une voie qui est celle des sociétés savantes, qu'il faut absolument impliquer dans cela. La société savante, par exemple, d'oncologie, qui, elle, est l'expert métier par rapport à la détermination des meilleurs moyens de prise en charge, qui est en relation avec, bien sûr, le ministère de la Santé pour mettre en place cette réflexion autour de la prise en charge. Alors, justement, par rapport à cette prise en charge, on parle bien sûr un peu aujourd'hui des moyens thérapeutiques pour soigner les malades atteints du cancer. Il faudrait aussi, dans le cadre de la production pharmaceutique, puisque nous sommes en train de produire en quantité certains médicaments, accélérer la cadence du traitement anti-cancer au niveau, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, avec bien sûr les entreprises qui sont existantes actuellement, et encourager l'innovation pour aller bien sûr vers ces nouveaux traitements innovants. Oui. Impérativement. Il faut associer les deux, recherche, industrie. Recherche, industrie et santé. Parce que... Les trois. Évidemment. Et non pas les deux. Qui va donner la voie du choix de ce que nous allons fabriquer? C'est l'utilisateur.
C'est le ministre de la Santé qui dit j'ai besoin de telle thérapeutique pour améliorer la prise en charge, etc. Ensuite, vous avez la faculté qui est le site de recherche. Aujourd'hui, il n'y a pas une compagnie pharmaceutique internationale qui assure la recherche elle-même de ces produits. Ce sont des petites sociétés d'innovation qui produisent, qui cherchent, qui développent et qui découvrent, qui sont par la suite rachetées par les multinationales pour développer ou finir le développement de leurs produits qui a déterminé un potentiel clinique important. Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie est capable de faire cela? Non, nous ne sommes pas. Nous sommes des utilisateurs. Peut-être que nous mettons en pratique un certain niveau de phase pharmaceutique dans la fabrication. Mais il est très important que nous sachions, en termes de politique industrielle, quoi produire. Ce n'est pas une question de gain. Le producteur est là pour dire oui, je produis, j'ai un gain derrière. Mais pour moi, ce qui compte, qui est le plus important, c'est le gain national en termes de disponibilité, d'amélioration de la prise en charge et donc de l'encadrement du cancer. Et bien sûr, nous avons quelques indications par rapport à la société algérienne, bien sûr, de cancer, le niveau un peu et les montants alloués à l'importation des traitements anti-cancer. C'est pour l'année 2022, c'est l'équivalent de 450 millions d'euros. C'est des coûts exorbitants, bien sûr, pour la prise en charge des cancers. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport, bien sûr, à l'innovation, par rapport, bien sûr, au traitement, par rapport à la nécessité de booster la production aussi pour les médicaments essentiels. C'est important puisque nous avons vu que le nombre est en croissance et nous avons le registre aujourd'hui du cancer qui a été mis en place à la faveur, bien sûr, du plan anti-cancer mis en place par le professeur Zitouni depuis 2012 permet d'avoir des indications. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette prévalence existe? Le nombre de contaminations est important. C'est le mode de vie qui a changé, c'est le stress et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des études épidémiologiques et des éléments qu'il faut engager sur le terrain. Nous devons faire. On parlait d'Institut du cancer. Il ne faut pas oublier que l'Institut national de santé publique est l'établissement qui établit en fait de santé. L'INSP. Bien sûr, qui établit les fondements de la politique de santé, puisque c'est lui qui fait les enquêtes, c'est lui qui détermine les éléments d'épidémiologie, et c'est lui qui donne les valeurs épidémiologiques en termes d'incidence, de prévalence, ce qui sont d'ailleurs à exploiter et qui permettent de prendre une décision. Aujourd'hui, l'INSP, on ne l'entend pas du tout. On ne le voit pas, c'est communication. Et cela nous m'étonne un peu parce que c'est le fondement de la politique nationale en termes de prise en charge. Voilà. Maintenant, l'innovation, si on veut y revenir par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, je voudrais quand même revenir par rapport à l'innovation, que sur le plan, par exemple, des biotechnologies et des biosimilaires et de l'utilisation de ces produits, ils servent aussi au diagnostic en termes de réaction immunologique pour déterminer les types de tumeurs auxquelles on fait face. Donc il est fondamental que quand on parle de la technologie, que l'on sache exactement ce que nous voulons, comment le choisir et comment le mettre en pratique, comment l'utiliser. Docteur Mohamed Nibouche, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction, en déplorant bien sûr aujourd'hui que l'INSP n'est plus actif comme il l'était par le passé sur les terrains, et vous avez déclaré que ce n'est pas aux fabricants de déterminer ce qu'il doit produire ou ce qui est bon pour la santé. Qui doit le déterminer? Le ministère de la Santé en priorité? Mais c'est l'utilisateur. Par rapport à la prévalence de certaines maladies, comparativement à d'autres? Mais bien sûr. On commence d'abord par les consensus nationaux, thérapeutiques nationaux. On commence d'abord par les études de savoir quelle est la meilleure méthode de prendre en charge et comment prendre en charge les pathologies, d'une manière générale, puisqu'on parle de consensus thérapeutique national. On détermine les moyens à mettre en place, qui sont y compris les moyens financiers, parce que tout cela, il va falloir le financer, le quantifier, et dire ensuite, voilà comment nous allons et ce dont nous avons besoin, et comment nous allons progresser par rapport à cela, parce que rien ne peut se faire du jour au lendemain. Ce que je veux dire à travers cela, l'industrie pharmaceutique
est un acteur incontournable de la santé, un acteur incontournable économique, du point de vue économique. Néanmoins, si c'est un acteur, c'est lui qui doit venir en soutien de la politique nationale de santé, en apportant au marché national du médicament, mettant en place les produits dont a besoin cette stratégie ou cette politique de santé. Aujourd'hui, j'entends que nous développons des produits pharmaceutiques nationaux fabriqués, qu'il y a eu un plan cancer industrie pharmaceutique. On avait annoncé pour 2023 que 2023 serait l'année cancer, mais l'année cancer, il faut communiquer derrière de qu'est-ce que nous sommes capables de produire. En clair, c'est-à-dire on doit établir une feuille de route pour le secteur de l'industrie pharmaceutique, sachant aussi que parallèlement qu'en Algérie, le coût total du plan national anti-cancer sur la période de 2015 à 2019, c'était 77 milliards de dinars pour le programme d'investissement en cours et plus de 100 milliards pour l'exploitation des centres anti-cancer et des unités d'oncologie. Donc il y a des coûts, il faut aujourd'hui de la rentabilité, il faut passer à une phase supérieure. On a mis en place le plan. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Mais bien sûr, bien sûr. Dans les traitements thérapeutiques. Absolument. Dans les diagnostics, dans les études épidémiologiques, dans le diagnostic. Parce qu'il y a eu des efforts qui ont été accomplis. Non, il y a des efforts incommensurables. Les investissements qui ont été faits par les pouvoirs publics, ceux que vous venez de citer en termes de factures de prise en charge, sont énormes. Ça montre bien qu'il y a une très grande volonté de la prise en charge des pathologies de manière générale, et plus particulièrement du cancer. Cependant, nous avons l'impression que ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une organisation à mettre en place. Cette organisation doit être une organisation dictée par une politique nationale de santé parce que, je le répète, la santé, c'est l'utilisateur de ses moyens. Quand on parle de convergence vers l'Institut du CPMC ou vers les centres anti-cancer à travers le territoire national, qui y va, comment il doit y aller, qui doit l'orienter vers, et qui doit faire le premier des diagnostics pour faire tout ça. On parle de médecins de famille, on parle dans une daïra qui est éloignée d'un centre de cancer, qui est en charge de cela et qui est capable, qui l'a formé. Où se trouvent les moyens de diagnostic, tout ça, il faut l'organiser autour, bien évidemment, de tous ces aspects que vous avez cités, que sont les aspects de l'innovation. Alors justement, par rapport à la question que vous avez soulevée à l'instant, le CPMC, le Centre Pierre-Marie Curie, celui d'Alger, est-ce que c'est ce centre qui devrait se transformer en l'Institut du cancer, de telle sorte, par rapport à son expérience acquise, il permettrait de donner une visibilité et également une politique du cancer au niveau de notre pays, puisque nous avons des centres anti-cancer à travers tout le territoire national, même des centres au niveau des centres, c'est-à-dire des hôpitaux également à travers le pays. Et aujourd'hui, il y aura bien sûr le lancement et la réalisation, le début de réalisation de 2 centres anti-cancer à travers Alger, dans bien sûr sera lancé ce matin par le ministre de la Santé au niveau de l'hôpital de Beni Messous et celui de Rouiba. Oui. La réalisation et la mise en place de l'Institut il pourrait se convertir du cancer. Vous savez, je ne sais pas si il faisait de la recherche par le passé, le centre Pierre-Marie Curie. Absolument. Les centres hospitalo-universitaires sont des centres de 3e niveau de recherche, de prise en charge. Donc, ce sont des centres de recherche, de formation, ce sont des centres d'excellence. L'institut dont je parle, c'est l'institut d'excellence. Cela se fait au niveau des
grandes institutions internationales et des grands pays développés. Mais par rapport à cela, je ne sais pas si ce sera le CPMC ou s'il faudra créer un centre ou regrouper des centres anti-cancer pour dire voici comment est organisé le centre anti-cancer. Il faut d'abord que l'idée soit considérée par le ministre de la Santé et le gouvernement pour l'évaluer et la projeter dans l'avenir. Néanmoins, je dis, il ne faut pas perdre de vue l'idée de la recherche, l'idée du développement de l'excellence de la prise en charge du cancer. Et il faut bien sûr un point central qui ne peut être qu'un institut développé, spécialisé dans cela, l'Institut du cancer. Alors, bien sûr, le cancer, c'est une question de santé publique à travers le monde et pour tous les États. Qui doit financer aujourd'hui cette innovation? Nous avons vu dans certains pays développés et d'autres pays également, ce n'est pas l'État qui finance, bien sûr, cette innovation, mais ce sont des secteurs demandeurs ou des entreprises ou même la société civile qui contribuent à la recherche. Et hier, on en a parlé avec le directeur général de la recherche scientifique sur notre plateau qui déclare que le financement de la recherche dans notre pays est à 99% par le budget de l'État. Il faut inverser cette tendance, il faut que les mentalités évoluent. Il faudrait que aussi, en partenariat avec les centres, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques existants dans notre pays, contribuent dans cette recherche. Oui, dans le développement de la recherche, vous avez tous raison. les laboratoires internationaux existent dans notre pays. Vous avez raison de le dire, de le signaler. En termes de recherche, ce qui est le plus d'investissement en termes de contribution, dire que 98% est une participation sur le budget de l'État, c'est énorme, c'est beaucoup. On a l'impression que ces institutions, que sont les institutions de recherche universitaires, par exemple, ou les centres médicaux qui sont destinés à la recherche, attendent la fin de l'année pour se voir signifier le budget à venir. Moi, je pense qu'il faut d'abord organiser la recherche en termes d'axes. Et qui doit financer ces axes? Vous avez bien dit la société civile, bien sûr, les associations qui apportent leur contribution, mais aussi ceux qui vont plus tard développer les produits de la technologie médicale, que sont les laboratoires, que sont les compagnies pharmaceutiques. Compagnie pharmaceutique, pas uniquement le producteur de médicaments, mais le producteur de dispositifs médicaux, le développeur de produits de contraste, d'équipements en imagerie médicale, par exemple, d'équipements pour le diagnostic en laboratoire, etc. Et si tout cela est mis, je dirais, ce bouillon de réflexion, d'études des situations en termes d'évaluation, etc., était mis en place, je suis certain que très rapidement, nous allons arriver à des orientations en termes de prise en charge, de participation. Et bien sûr, si on dit participation, il y a des prises de profit. Celui qui a participé, tel que les multinationales ou tels que les laboratoires nationaux, participe financièrement, c'est pour pouvoir tirer profit par la suite. Quand je dis tirer profit, c'est pas négatif. C'est pour pouvoir récupérer les produits, les mettre en place et pourquoi pas les exporter plus tard. Il faut aussi avoir une culture de société citoyenne, puisque aujourd'hui, pour les deux centres anti-cancer, c'est Sonatra qui les prend en charge. Oui. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, vous avez cette question de l'auditeur, impérativement, mettre en place des études de prévalence pour connaître les types de cancers qui ont tendance un peu à se généraliser? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, elle dit, qu'en est-il des cancers professionnels en Algérie? Est-ce qu'il faudrait aussi en milieu professionnel aller vers le diagnostic précoce? Excellente question. Là, nous versons dans la relation du travailleur avec son emploi et son employeur, et nous sommes en plein dans la médecine du travail. C'est la médecine du travail qu'il faut relancer. La question aussi est celle de l'exploitation des registres que nous avons par l'institution qu'est l'INSP. On revient toujours au centre, qui est celui de l'Institut national de santé publique, qui doit donner ces informations, qui doit les décrypter, je dirais défricher tout ça, décrypter, donner le sens en termes d'incidence. L'incidence, c'est le réservoir des patients.
On va savoir dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, combien nous aurons de patients à recruter en termes de cancer. Nous saurons est-ce que les politiques de prévention ont été positives et ont permis de réduire, en termes d'éducation, etc., l'arrivée le développement de tumeurs. Parce que prendre en charge, oui, mais prévenir en informant, en éduquant la population par des messages à travers la télévision, par dans les revues, par rapport à Internet, etc., l'éducation sanitaire est un moyen d'économie, puisque ça permet à la population d'éviter de tomber malade très rapidement. Alors, autre question, comment la politique de recherche sur le cancer va concrètement ou devrait se faire concrètement dans notre pays? Autre question de l'auditeur. Politique du cancer, elle est déjà mise en place et développée depuis un certain temps. Il faut la faire évoluer aujourd'hui, oui, en fonction de l'évolution des moyens thérapeutiques. Il faut la raffermir. Et la politique avait été mise en place en termes de gestion de proximité. C'est pour ça que beaucoup de centres anti-cancer ont été développés. Et beaucoup d'argent a été mis en place pour l'achat d'équipements de radiothérapie, etc. Maintenant, il faut savoir comment tous ces centres anti-cancer, les mettre en relation l'un dans l'autre, les mettre j'allais presque dire en symbiose, de sorte qu'ils puissent fonctionner comme si c'était un seul centre national. Pour cela, bien sûr, il faut déterminer ce dont nous avons parlé tout à l'heure. La politique de santé, c'est la détermination des consensus thérapeutiques nationaux, c'est de savoir quelle est la liste des médicaments essentiels que vous avez cités à juste titre tout à l'heure. Assurer aussi leur disponibilité. La disponibilité, c'est un plan de et leur ça, accessibilité. parce que aujourd'hui, j'entends dire rupture, PCH. Mais PCH importe sur des bons de commande. Mais si la PCH avait exactement le nombre de patients en termes de recrutement, les types de traitements à mettre en place de premier niveau, deuxième niveau et de troisième niveau, je suis certain qu'elle déterminerait de la manière la plus exacte les besoins et que les moyens financiers seraient mis en place pour importer ces produits et les mettre à disposition des patients. Sachant que le cancer est pris en charge à 100% par l'État via, bien sûr, la PCH. Oui. Alors, il faudrait aussi parallèlement former en conséquence par rapport, bien sûr, à la prévalence et l'augmentation de nombre de cas en Algérie. On n'a pas besoin seulement des oncologues, on a besoin aussi des physiciens qui prennent en charge, bien sûr, la radiothérapie. Et là, un problème se pose réellement. C'est-à-dire le paramédical, il doit être aussi complémentaire à la prise en charge médicale. Oui. On a tendance à oublier le paramédical et le négliger. La biophysique est une spécialité de la pharmacie. Et ils existent, les biophysiciens en Algérie. Mais ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Pas très nombreux. Il y a un bon nombre. C'est pour ça que, vous savez, quand on parle de politique de santé en disant l'hôpital d'Illizi peut, par le biais de l'Internet, transmettre un dossier et avoir un centre CHU à Alger ou à Constantine, etc. Avec la numérisation du fichier du oui, on patient. peut l'assister, on peut l'accompagner, etc. Ça évite de faire des investissements et ça évite aussi, si on n'a pas de compétences, de laisser des centres sans médecin. C'est une idée qui avait été développée au début des années 2000. Mais aujourd'hui, tous ces centres anti-cancer que nous avons créés, dotés d'équipements modernes, très coûteux, qui restent sous une bâche si on ne les utilise pas, et qui vont bien sûr se détériorer avec le temps. Les choses évoluent dans ce domaine-là. C'est pour ça que dans la politique, ce que je disais tout à l'heure, développer l'aspect ressources humaines. Quand on parle de compétences, il faut combien de biophysiciens à travers le territoire national ? Le biophysicien doit être sur place. Il doit voir le patient. Il doit mesurer. Il doit déterminer à quel niveau exact faire l'irradiation et à quelle dose. C'est cela qui est important. Donc ça ne peut pas se faire par la télémédecine, etc. Ça doit se faire en contact sur direct. Place, en contact direct. Et aujourd'hui, il faut que nous ayons nous gardions cette manie ou cette façon de faire, de voir son patient
de discuter avec lui et de travailler directement sur le patient. Donc, un des plans à mettre en place, bien sûr, c'est le développement des biophysiciens, la formation de ces compétences-là qui sont extrêmement utiles et qui, demain, montreront bien comment sera faite l'amélioration de la prise en charge. Alors, un commentaire d'un auditeur qui me dit Madame El Hachmi, vous avez parlé de contamination du cancer. Or, il ne s'agit pas de transmission ni de contagiosité. J'ai parlé des personnes atteintes du cancer, mais il y a parfois de l'aspect aussi héréditaire du cancer, comme celui, par exemple, du cancer du sein, puisqu'on a vu que des fois, malheureusement, quand des mamans sont atteintes, c'est-à-dire il y a cette prévalence que les enfants puissent, bien sûr, être atteints à leur âge adulte aussi du cancer du sein. Donc là aussi, c'est des études qui doivent être engagées partant des contaminations existantes par l'INSP. Ouais, il faut d'abord que l'INSP fasse ses études. C'est très important de savoir quelle est la population que nous avons, comment elle est, quels sont les types de développement du cancer en Algérie. Il y a des cancers héréditaires par région, y compris les aspects comment dirais-je, alimentaires, les aspects culturels, etc. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit l'élément socio-économique est fondamental dans l'établissement d'une politique et la détermination des moyens. Alors bien sûr, l'INSP aussi, il a une autre mission, celle de la prévention, qui est un axe essentiel. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quelles sont les principales causes du cancer et comment l'éviter. Vous avez aussi le phénomène de la cigarette où on fume partout, alors que l'interdiction de fumer aujourd'hui dans les lieux publics est avérée, mais qui n'est pas respectée parce qu'il n'y a pas l'obligation par la loi de façon concrète et directe. Comment lutter contre ce phénomène ? La sensibilisation contre la cigarette, c'est un premier pas déjà pour éviter certains cas de cancer, mais celui des poumons. C'est ce que je disais tout à l'heure à travers l'éducation. L'éducation sanitaire. L'éducation et la loi. Ailleurs, on interdit de fumer dans les lieux publics par le biais de la loi. J'y arrive. Lorsque vous ne devez pas consommer, par exemple, une des études que j'avais lues sur le cancer du cavum montrait que, par exemple, par rapport à ce cancer, la forte consommation des comment dirais-je, les arômes, et entraîner l'apparition du cancer du cavum qui était très développé en Inde, en Asie et aussi en Afrique du Nord parce que c'est notre culture d'utiliser le cumin, d'utiliser... Si on fait ces études-là, ce n'est pas pour dire « Ah oui, ça existe, c'est une fatalité », mais c'est pour éviter cela. Et comment éviter cela ? Ce sont les messages. Même pour la viande séchée, ça provoque ce type. Le professeur Bouzid l'avait souvent soulevé. Il y avait aussi le qadid, voilà. La viande séchée. Absolument. Mais tout ça, qui est la sonnette d'alarme ? C'est l'INSP qui lit et qui détermine quels sont les éléments à mettre en œuvre, qui sort les feux rouges et qui dit voilà, faites attention à cela. Maintenant, quand on parle de la cigarette, mais bien sûr, la question de l'éducation et du respect des lois. Une loi a été votée. D'abord, et nous avons maintenant le phénomène du narguilé et la cigarette électronique. Absolument. J'étais à l'aéroport vendredi dernier. Je n'ai pas pu rester prendre un café, tellement de personnes fumaient. Alors qu'il est interdit. Alors qu'il est strictement interdit de fumer à l'aéroport. C'est un vase clos, c'est interdit, la loi l'interdit, les décrets l'interdisent, et personne, y compris les institutions qui sont chargées de respecter la loi, je dirais pas laquelle, les membres de ces institutions étaient en train de fumer ouvertement dans ces... Mais bien sûr que si on voit que ça se produit de cette manière-là, on continuera à fumer dans les vases clos. Voilà. Et on a un autre phénomène aussi à la mode aujourd'hui, c'est la cigarette électronique, alors que ça comporte des composants chimiques très très dangereux. Et le narguilé, la chicha, dans les milieux publics, et également un grand danger. Voilà, dans les maisons et en présence, bien sûr, des enfants en bas âge. Voilà. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aussi trouver des mécanismes pour le financement du cancer à travers aussi le privé avec la contractualisation, puisqu'il vous dit la gratuité des soins reflète parfois la mauvaise qualité des prestations.
docteur Nibouche? Est-ce qu'il faut une politique globale, revoir tout et consolider tout Oui. au profit des malades? Puisque même le président de la République, il a dit que la santé, c'est un secteur névralgique et prioritaire. Et on l'a vu pendant la période du Covid, Bien on a sûr. déployé tous les moyens pour prendre en charge les Algériens. Oui, non. Mais je retiens quand même qu'une chose, c'est que la gratuité des soins n'est pas le mal. C'est la gestion qui est le mal. C'est la façon dont est déterminée la prise en charge et sont exécutées les instructions. Il y a l'absence des gestionnaires, il y a le laisser-aller et il y a aussi le mauvais usage des produits. Aujourd'hui, les centres hospitaliers continuent à être dévalisés au profit de patients, aidés aussi peut-être par la rupture de stock de ci, de là. Hein. Mais tout cela est à prendre en charge dans le cadre d'une réflexion autour des nouveaux modes de gestion et de prise en charge. Maintenant, la contractualisation, ce n'est pas ce qui doit être uniquement fait. Tout à l'heure, vous parliez de la société civile. Moi, je suis... Elle a un la rôle sécurité important aussi. sociale, je suis adhérent à la sécurité sociale, je cotise. Quand je vais à l'hôpital, je présente ma carte de sécurité sociale, je suis pris en charge. Et sur cette prise en charge-là, ma prestation est remboursée par la sécurité de droit. Parce que c'est mon droit de le faire. Comme toute société civile, nous devons réfléchir à prendre en charge les démunis sociaux. Mais si chacun pouvait compter ses billes au niveau de sa wilaya, de sa daïra, et de bien canaliser ses billes vers la bonne utilisation des ressources, qui est le grand bienfait de l'accès aux soins, parce que l'Algérie, à travers ce que l'on dit la gratuité des soins, c'est une manne très importante qui permet un accès aux soins que beaucoup de pays nous jalousent autour de ça. On a une politique sociale en matière de soins. Absolument, et ce joyau, il faut le Certains préserver. pays, on ne peut pas se soigner si on n'a pas une carte de sécurité sociale, si on ne contribue pas à la sécurité sociale. Le cas des États-Unis, vous pouvez mourir dans la rue parce que vous n'avez pas l'accès aux soins. Alors, autre question, docteur Mohamed Nibouche, bien sûr, aujourd'hui, nous avons vu qu'on peut vivre avec le cancer et on peut vivre longtemps avec le cancer. On peut aussi guérir du cancer, notamment le cancer du sein. Le cancer du sein maintenant, puisqu'on a trouvé les moyens thérapeutiques innovants, la prostate et celui du sein également. On en guérit, docteur Mohamed Nibouche. Alors, cette question aussi, on a tous les moyens aussi de prévenir contre le cancer, mais on ne les met pas en vigueur. Aussi, faire des spots publicitaires pour interdire la cigarette en milieu public, cela pourrait se faire, bien sûr, par le biais de l'INSP, on le faisait par le passé, et aussi manger sainement. Ça, c'est aussi important. La nourriture aussi peut parfois provoquer des cas de cancer, puisqu'on mange des fois n'importe quoi. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Écoutez, il faut sortir, aller dehors et voir. Il y a des rues pleines de gargotiers, de fast-food, où on ne sait pas exactement ce qu'ils utilisent pour cuisiner. Et à 11h30, vous avez des chaînes, des queues qui se développent autour pour aller déjeuner. La société algérienne s'est complètement développée autour de ça. Comme cela se fait dans les pays. Comme cela Oui, mais si c'est cela la modernisation, moi je refuse. La vie moderne ne doit pas être autour de ça, parce que chacun peut prendre son petit sac qu'il a confectionné à la maison, qui est très propre, qui est très sain et qui est très peu coûteux. Manger des légumes et des fruits. Voilà, et moins de viande, puisque nous sommes de grands consommateurs également de viande. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur, docteur Mohamed Nibouche. Bien sûr, nous mettons beaucoup de moyens pour la prise en charge des cancéreux à travers tout le territoire national. L'État met les moyens pour importer les médicaments, les traitements, mettre en place les centres anti-cancer. Leurs travaux seront lancés à partir d'aujourd'hui. Il y a 17 centres anti-cancer à travers tout le territoire national, de telle sorte à ce que les malades ne migrent plus sur les grandes villes comme ce fut le cas avec la crise du cancer en 2012. Mais il faudrait mettre fin, par exemple, à certaines pratiques où parfois l'accès à la radiothérapie s'avère difficile. Il faut régler, c'est-à-dire il faut mettre en place des ajustements pour mettre fin à ce type de calvaire que pourraient rencontrer les malades également, même pour l'accès aux médicaments. Docteur Mohamed Nibouche. Oui, mais bien sûr, on revient
vient au management, à la gestion et au développement de compétences pour la prise en charge et de la gestion de ces centres. Autre question, la dernière, pour les traitements de fin de vie, malheureusement on va en parler, est-ce qu'il faut les mettre en vente au niveau des officines, moyennant bien sûr une prise en charge par la sécurité Il faut sociale? un encadrement réglementaire. Impérativement. Impérativement. On ne peut pas déclarer cela il n'y a pas un encadrement qui permet de vérifier, de contrôler tout ça. Parce que c'est des médicaments extrêmement sensibles. Docteur Mohamed Nibouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. à vous. Bonne journée. Au À revoir. bientôt et bon week-end. Inch'Allah.